La seule thèse que je défends, c'est que c'est les gens de là-bas qui doivent décider, mais qui doivent décider dans des conditions dans lesquelles ils peuvent vraiment décider. C'est-à-dire pas des référendums imposés ou ce genre de choses. Donc c'est les gens là-bas qui doivent décider. C'était un sous-entendu. Voilà, non, mais c'est... Voilà, moi je parle pas à la place des premiers concernés. Et la deuxième chose, je le dis très simplement toujours, mais je suis de ceux qui considèrent que si en France, on pense qu'on peut discuter de quelle est la meilleure solution finalement pour régler les droits nationaux des Palestiniens, et qu'on peut en débattre, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il faut qu'on soit capable de se dire dans notre tête qu'en ce moment, des Palestiniens seraient en train de discuter à Hébron de savoir s'il faut ou non sortir de l'euro. Et estimer qu'ils sont légitimes pour discuter de ça, autant que nous, pour discuter de l'avenir des Palestiniens. Voilà, parce qu'il y a une tendance à toujours, qui est très française par ailleurs, de savoir mieux que les gens, y compris les premiers concernés. Voilà, moi, je ne suis pas de cela, mais c'est préalable étant fait. Non, mais je pense que c'est important. Vous avez tout à fait raison. Parce que, non, mais vous avez c'est préalable étant fait. Moi, disons que je constate deux choses. La première, c'est que la revendication de deux États, c'est-à-dire d'un État palestinien indépendant, est quelque chose qui a été formulé par le mouvement national palestinien, disons dans la deuxième moitié des années 70, dans une démarche qui était de dire nous ne pouvons pas obtenir aujourd'hui tous nos droits, parce que l'État palestinien indépendant n'est pas la satisfaction de tous les droits des Palestiniens. Parce que la majorité des Palestiniens vivent à l'extérieur de Palestine, sont des réfugiés, et eux, ce qu'ils revendiquent, c'est le droit de rentrer. Et un État indépendant ou pas, ça ne change rien au fait que les réfugiés seront toujours des réfugiés. Dire à Gaza, 80%, 70% de la population sont des réfugiés. Si la bande de Gaza devient l'État indépendant de Gaza, ça ne change rien pour eux, ils sont toujours réfugiés. Donc ça avait été formulé avec cette idée qui était de dire on ne peut pas obtenir tout, donc c'est une étape, et ça sera un point d'appui pour ensuite obtenir tous nos droits. Mais aucun courant politique palestinien, à l'exception du petit, maintenant, parti communiste palestinien, ne considérait que l'État indépendant était une solution viable sur le long terme, parce que ça excluait de fait la majorité des Palestiniens. Donc c'était une question de rapport de force. Sauf que 40 ans plus tard, un État palestinien indépendant en Cisjordanie, à Gaza, avec Jérusalem, partagé ou découpé comme capitale. En termes de rapport de force, qu'est-ce que ça signifie? Entre-temps, il s'est passé des choses depuis 1974. Et globalement, aujourd'hui, l'État indépendant en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem comme capitale, ça veut dire qu'il faut que 600 000 colons quittent la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Il faut qu'Israël accepte qu'il y ait une route qui relie Gaza et la Cisjordanie. Il faut qu'Israël accepte de lâcher la vallée du Jourdain, ce qu'il refuse absolument et totalement de faire. Il faut qu'Israël accepte de céder l'espace aérien au-dessus des territoires palestiniens, ce qu'il refuse de faire. Il faut qu'Israël accepte, etc., etc., etc. C'est-à-dire que c'est absolument pas un compromis. C'est-à-dire que demander à Israël aujourd'hui de renoncer à la Cisjordanie, de renoncer au contrôle de la vallée du Jourdain, de renoncer à Jérusalem, unifiée, capitale éternelle de l'État d'Israël, personne ne peut me faire croire aujourd'hui que c'est quelque chose de modéré, de pragmatique. C'est demander à Israël d'arrêter d'être l'État d'Israël. Donc c'est pour ça que moi je considère 40 ans d'histoire ont fait que la revendication de l'État palestinien indépendant finalement a changé de nature. Demander à un État palestinien indépendant aujourd'hui, c'est demander à Israël d'arrêter d'être l'État d'Israël. Donc, à partir du moment où cette revendication était vue comme transitoire et comme une étape vers la satisfaction de l'ensemble des droits nationaux des Palestiniens, si le rapport de force qu'il faut réunir, c'est un rapport de force pour demander à Israël de cesser d'être Israël, pourquoi dans ces cas-là s'arrêter en route? Pourquoi dans ces cas-là ne pas demander également le retour des réfugiés? Pourquoi ne pas demander également l'égalité des droits pour les Palestiniens qui vivent en Israël? Parce que on parle du même rapport de force, finalement. Parce que ça revient à demander à l'État d'Israël de cesser d'avoir des pratiques discriminatoires à l'égard de l'ensemble des Palestiniens. Donc moi, je ne dis pas la solution est l'État unique. Je dis la revendication de l'État indépendant n'a plus du tout la même signification que ce qu'elle pouvait avoir il y a 40 ans. Et aujourd'hui, présenter ça comme quelque chose de modéré, c'est se faire des illusions. Je finis juste en disant une chose très simple. Vous imaginez,
Benjamin Netanyahou signant un accord avec les Palestiniens dans lequel il dit on va évacuer 600 000 colons. Quand il a fallu en sortir 6 000 de Gaza, ça a été le drame national, on nous a expliqué que ça allait être la guerre civile, etc. Là on parle de 600 000 personnes. Vous imaginez Benjamin Netanyahou signer un papier disant ok, on vous laisse la frontière avec la Jordanie? Non, il n'y aura pas d'accord, comment dire, c'est pas un compromis, cette chose-là. Donc forcément, ça change la perception de la chose. Et dernier élément, c'est quelque chose de beaucoup plus matérialiste, on va dire, c'est que tout simplement, les bases même de l'existence de l'État palestinien indépendant ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël contrôle, c'est pas juste qu'il contrôle l'ensemble de la Palestine, mais que c'est finalement les infrastructures qui ont été construites ont unifié les deux parties. C'est-à-dire que la Cisjordanie et Israël, c'est le même réseau routier, c'est le même réseau électrique, c'est le même réseau d'eau, et tout ça est tout petit, c'est ce que je vous disais. Donc finalement, la revendication de l'État indépendant, c'est une revendication de séparation. Et aujourd'hui, penser qu'une revendication de séparation serait quelque chose qui permettrait d'avancer et finalement de réconcilier des populations, moi, ça me dépasse. La place du mur, cependant, est aussi une forme physique de séparation. Comment vous voyez entre les territoires, entre Israël et les territoires occupés? C'est quand même... Mais justement, le mur ne sépare pas Israël et les territoires occupés. Le mur encercle des petites zones autonomes palestiniennes, mais on n'est absolument pas le long de ce qui était appelé, de ce qu'on appelle très improprement par ailleurs les frontières de 1967. Ça, c'est un terme que je vous encourage à bannir absolument. Il n'y a pas de frontières de 1967. Ce qu'on appelle les frontières de 1967, en réalité, c'est les lignes d'armistice de 1949, après la première guerre israélo-arabe. Il n'y a absolument pas de frontières, c'est pas des frontières. L'État d'Israël n'a jamais dit quelles étaient ses frontières, par exemple. C'est le seul État membre des Nations Unies qui n'a jamais dit quelles étaient ses frontières. C'est intéressant. Disons, le mur, déjà c'est pas le mur, c'est les murs. Si vous avez plusieurs secteurs du mur, mais il faut voir les murs comme faisant système avec les colonies et les routes réservées aux colons. Ce qui fait qu'en réalité, si vous ajoutez les murs, les zones dites militaires, qui sont, voilà, l'armée prend une zone et dit, bon, c'est une zone militaire, bye. Les routes réservées aux colons, les colonies construites, les zones d'expansion des colonies, qui sont sous contrôle israélien aussi, etc. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire comme en ce moment, la Cisjordanie, c'est 3 grandes zones. Une au sud, une juste au nord de Ramallah et une plus au nord vers Naplouse, Kalkilia, etc. C'est 3 grandes zones. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Si l'État d'Israël ferme une partie des barrages qu'il contrôle, ça devient 64 zones, écartées les unes des autres par notamment le système de route. Et si l'État d'Israël verrouille complètement, on est à plus de 300 zones différentes, qui ne communiquent pas entre elles. Donc il faut bien comprendre, il n'y a absolument pas une séparation avec d'un côté Israël, de l'autre côté les territoires palestiniens. Vous avez une séparation, entre guillemets, à l'intérieur, avec quelque chose qui ressemble à certains disent des ghettos, d'autres des Bantoustans, en référence à l'Afrique du Sud.